Bonsoir, je suis ravi de vous accueillir pour l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous avons à nouveau avec nous Eric Popp, représentant à Bucarest de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Europe centrale et orientale depuis novembre 2020. Avant cela, Eric Popp fut délégué général Wallonie-Bruxelles, toujours à Bucarest de 2015 à 2019. Et entre ces deux postes, il fut également délégué général Wallonie-Bruxelles à Santiago du Chili. Avec lui, cette fois-ci, nous allons parler peut-être d'autre chose que de francophonie. Disons que nous allons plutôt la faire, étant donné que nous nous exprimerons en français. Aujourd'hui, c'est l'homme qui m'intéresse ce soir. C'est l'homme qui m'intéresse, sa vision, ses sentiments par rapport à ce qui l'entoure. Eric Popp, bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ma proposition ? Je suis toujours d'accord avec vous, Laurent. Allez-y, je suis prêt. Pas toujours. Alors évidemment, je vous autoriserai à parler de francophonie quand vous le jugerez nécessaire, mais plus intimement. Racontez-nous d'abord comment vous vivez votre vie de diplomate, ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins. Mais écoutez, je pense qu'en tant que diplomate, on est vraiment des personnes privilégiées. On fait un métier qui est un beau métier, un métier de dialogue, tout d'abord, et surtout un métier où l'humain est très important, où on rencontre des gens. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Des gens très divers, oui. Oui, dans toutes les couches de la société, puisqu'on mène aussi des projets qui nous amènent à rencontrer un grand nombre de gens. Donc ça, je trouve que c'est un métier extrêmement enrichissant. Il n'y a pas deux journées qui sont les mêmes. Et donc moi, je dois dire que je suis très épanoui à la fois dans le métier et dans la fonction que j'occupe ici à Bucarest. Et quant à la question de savoir ce qui me plaît moins, je vais vous dire très franchement, tout me plaît dans ce métier. Il n'y a rien à acheter. Je suis vraiment heureux de ce que je fais. Alors, comme je le disais, vous résidez à Bucarest depuis maintenant presque 10 ans, hein, si on ajoute... si on prend les deux périodes, ça fait plus de 8 ans. Presque 8 ans, voilà. 8 ans et demi. Voilà, d'accord. Pourquoi aimez-vous cette ville ? Alors, c'est une ville que j'ai aimée dès le premier regard. C'est... Pour des tas de raisons. D'abord, le climat, il faut le reconnaître, il est très agréable. Je suis arrivé à l'été 2015, ça remonte quand même, c'était il y a quasiment 10 ans en effet. À l'été 2015, des journées magnifiques, mais surtout une ville de Bucarest qui aime se laisser découvrir. Et moi, c'est ça qui me plaît à Bucarest, parce qu'au premier abord, tout n'est pas beau à Bucarest. Il y a les boulevards en particulier ne sont pas très élégants, il faut quand même bien le reconnaître. Ces bâtiments des années 70 ou des années 80 sont pas très beaux, mais dès qu'on se perd dans les petites rues, il y a plein de trésors cachés. Et je trouve ça assez formidable. Dans le centre, il y a des maisons qui sont magnifiques, qui sont souvent réinvestis dans des lieux culturels ou des restaurants, des cafés. Et je trouve que ça a un charme infini. Ça me plaît énormément. Donc oui, je trouve qu'il y a une douceur de vivre ici à Bucarest. C'est une ville qui est particulièrement agréable. Tous les diplomates le reconnaissent d'ailleurs. Les diplomates aiment Bucarest. C'est une ville où ils se sentent bien, où on peut avoir une très très belle qualité de vie. Ceci étant, en préparant cette édition, vous m'avez fait part d'une petite inquiétude. Oui, une inquiétude qui est liée à l'actualité, évidemment. Et je dois dire qu'il y a quelques mois, je ne percevais pas, comme beaucoup de gens d'ailleurs, je ne percevais pas le problème. Mais je sens quand même monter dans le pays la xénophobie et l'antisémitisme. Et c'est quelque chose que je trouve très interpellant. Alors il y a évidemment les discours de certains politiques qui encouragent cette montée de l'antisémitisme et de la xénophobie, mais on voit que c'est une
petite musique qui commence à instiller, à se répandre dans les esprits. Et oui, je dois dire, je suis assez inquiet. Bon, inutile de parler de l'actualité, tout le monde la connaît. Les élections présidentielles dont le deuxième tour a été annulé. Le premier tour, oui. Le deuxième tour de la première élection présidentielle a été annulé. Ouais. Et donc, on va réorganiser des élections présidentielles au mois de mai. Mais effectivement, je trouve le contexte assez tendu. Et je crois qu'on est dans une phase assez dangereuse pour la Roumanie. Je pense qu'à partir du moment où on distille ce genre de propos, il y a des risques. Et voilà, j'espère que ces risques ne vont pas se concrétiser, mais je vous avoue qu'en effet, je suis inquiet pour l'avenir du pays. Et quand vous parlez de xénophobie, c'est vis-à-vis de éventuellement aussi les Français, les francophones. Oui, je pense que c'est ça. Donc, en fait, il y a la xénophobie, elle touche tous les étrangers. Hein. On a entendu certains propos durant la campagne sur les sociétés étrangères dans ce pays et ce qu'elles font ou ne font pas. Ce qui est vrai ou pas d'ailleurs. Mais effectivement, ce sentiment peut toucher en particulier la communauté française présente en Roumanie et à Bucarest en particulier. Et quand on parle de la communauté française, en fait, on peut l'étendre à la communauté francophone, puisque malheureusement, un amalgame est souvent fait entre le fait de parler français et le fait d'être français. Mais il y a beaucoup d'autres pays où l'on parle le français, comme vous le savez. Oui, ça c'est un point que vous aimez mettre en avant, et vous avez tout à fait raison. Vous me l'avez confié également en antenne. Vous avez un rapport, comment dirais-je, disons compliqué avec Bruxelles, votre ville natale? Oh, je n'irais pas jusqu'à dire compliqué, mais disons que c'est une ville c'est la ville où je suis né, c'est la ville où j'ai vécu quand même près de plus de 30 ans dans cette ville. Et là encore, je trouve pour certains aspects, c'est une ville qui n'évolue pas nécessairement dans le bon sens. Quand je parle de certains aspects, je parle de la vie en communauté. Et là encore, certainement, il y a des fractures sociologiques qui se sont mises en place et qu'il va être difficile vraiment de combler, je le crains. Donc oui, voilà, ça reste ma ville natale, bien entendu. Ce n'est pas nécessairement une ville où j'ai envie de vivre dans l'avenir, mais voilà, ça reste néanmoins ma ville natale. Donc oui, si vous voulez, on peut parler d'un rapport compliqué dans la mesure où il y a toujours une certaine part de moi qui est dans cette ville et puis une autre qui souhaite la quitter. Et puis il y a quelque chose qui n'est pas anodin, vous me le dites souvent, le temps, et vous l'avez déjà dit par rapport à Bucarest où il fait souvent beau, alors qu'à Bruxelles, le soleil, il se fait attendre souvent. Absolument, oui, je dois dire que moi je suis particulièrement sensible à ça, et voilà, aujourd'hui par exemple il pleut à Bucarest, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, et malheureusement Bruxelles est une ville de pluie, voilà, mais bon, voilà, c'est relativement anodin, mais ça a son je dirais même trivial, mais pour la vie au quotidien, effectivement, c'est quelque chose qui est un peu plombant, je dirais. Alors, avec la délégation Wallonie-Bruxelles, vous avez voyagé un peu partout dans le monde, notamment en Afrique subsaharienne. Là encore, et pardonnez-moi si je suis un peu redondant, j'ai envie de vous poser la même question. Qu'est-ce qui vous a plu en Afrique? Et surtout, votre vécu là-bas a-t-il changé votre regard sur le monde? Alors, ce n'était pas en tant que délégué général Wallonie-Bruxelles que je vous en prie, que j'ai vécu en Afrique. C'était en tant que représentant de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique centrale et l'océan Indien. Donc, c'était déjà à ce moment-là pour l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a quelque chose en Afrique qui est extraordinaire, ce sont les gens. Moi, en tout cas, j'ai vraiment été touché par la gentillesse, Vous étiez où J'étais au Gabon. Donc, petit pays d'Afrique centrale.
avec une côte. Donc Libreville est une ville ouverte sur la mer. C'est assez intéressant. Mais moi, ce qui m'a surtout touché en Afrique, c'est effectivement les gens, le plaisir d'être avec les gens là-bas, leur chaleur, leur sens du rythme. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez incroyable. J'étais encore vendredi au gala du Gadif. Il y avait des danseurs congolais et un chanteur congolais. Il faut quand même reconnaître, ils ont quelque chose de spécial, les Congolais. Ils sont très très forts. Et il y a cette convivialité, ce plaisir de vie qui est immense en Afrique et qui, moi, m'a énormément plu. C'était difficile de m'acclimater au début à l'Afrique. J'ai eu un peu de mal, alors que ordinairement en poste, je m'acclimate assez vite. Mais quand il a fallu quitter l'Afrique, ça a été dur. Quand il a fallu notamment quitter mon équipe, c'était difficile parce qu'il y a vraiment un lien très très fort qui s'est créé. Est-ce que vous diriez que, quand je vous demandais si ça a changé votre regard sur le monde, quelque part, c'est une question, hein, évidemment, c'est pas un commentaire, mais quand on connaît l'Afrique comme vous, quand on sait les problèmes économiques, sociaux qu'il y a, on les voit véritablement, est-ce que quelque part, quand je dis est-ce que ça peut changer votre vision du monde, ceux qui ne connaissent pas ce genre de contexte ne se rendent pas compte, auront peut-être des propos en termes de géopolitique mondiale qui ne seront pas objectifs, précisément parce qu'ils ne connaissent pas. J'ai envie de dire, est-ce qu'il faut il faut connaître l'Afrique pour éventuellement se lancer dans des commentaires d'analyse sur ce qui se passe dans le monde. Mais il est évident que le voyage nous change et que... Particulièrement celui-là, peut-être. Oui, absolument, parce que moi c'est vrai que j'avais une expérience extrêmement limitée de l'Afrique. J'avais eu l'occasion de me rendre au Burkina Faso en 2004, mais voilà, ce n'était pas significatif. Donc il est évident que avoir cette... Moi j'avais une zone géographique qui comptait quand même une quinzaine de pays dans lesquels j'ai voyagé, tous. Et donc c'est significatif. Je n'oserais pas dire que je connais l'Afrique, mais en tout cas, en effet, je pense que c'est une expérience absolument indispensable lorsqu'on est diplomate de vivre quelques années en Afrique. Je crois et en particulier en termes de francophonie, parce que le cœur de la francophonie bat en Afrique. Si la langue française a l'importance mondiale qu'elle a, c'est grâce à l'Afrique. Et donc, il faut aussi reconnaître que le centre de gravité de la francophonie s'est déplacé. Je dis souvent que si le français à la place qu'il a dans le monde, ce n'est pas parce qu'il est parlé dans nos vieux pays d'Europe occidentale. Je pense à la France, à la Belgique et à la Suisse, d'où le français a essaimé dans le monde. De nos jours, vraiment, la dynamique africaine est extrêmement importante pour la langue française. Une langue française, voyez-vous, c'est vous qui m'amenez à parler de francophonie, et c'est très bien. Vous disiez par rapport à cette langue française africaine que dans chaque pays africain, il y a aussi des mots de là-bas qui sont intégrés dans la langue française, et c'est ça aussi qui l'enrichit. Je me rappelle que vous disiez quelque chose dans le genre. Oui, c'est exact, des mots, des expressions. La langue française, c'est une langue... Comme au Québec, par exemple. Exactement, donc c'est une langue qui n'est pas... Alors je trouve qu'elle a parfois elle véhicule parfois cette image d'une langue qui est un peu ancienne, une jolie langue, la langue de l'amour, un peu romantique, mais je crois que c'est une... Ce qui est toujours vrai. Oui, ça peut aider dans certaines circonstances, bien entendu, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ça ne va pas suffire pour attirer les jeunes vers cette langue. Je pense que ce qui est vraiment important de dire, c'est que d'abord, c'est une langue qui est un atout sur le marché du travail. De nos jours, bien sûr, il faut parler l'anglais, il faut savoir parler l'anglais, mais tout le monde
doit parler l'anglais. Donc ce n'est plus une plus-value, tandis que la langue française est véritablement, je pense, une plus-value sur le marché du travail. Je pense que c'est un discours qu'il faut faire comprendre aux jeunes. Et puis c'est une langue qui... Sur ce point-là, excusez-moi, je vous en coupe, prie. Eric Pop, vous dites, dites ce que m'a confié également Adriana Record, la directrice de la Chambre de commerce franco-roumaine, qui disait exactement la même chose, que le français était un atout et que les multinationales qu'elle connaît bien recherchent des jeunes absolument. Qui parlent français. Absolument. Et puis c'est une langue moderne, c'est-à-dire comme vous le mentionniez, elle est parlée sur les 5 continents, donc avec des expressions qui sont très différentes d'un endroit à l'autre. On parle le français en Haïti, on le parle à Québec, on le parle à Abidjan, à Kinshasa, à Libreville. Et ailleurs. Et donc, c'est ce qui fait aussi la richesse de cette langue, qui n'est pas du tout une langue figée. J'ai coutume de pousser toujours un coup de gueule, comme on dit en français, sur une expression que j'abhorre, qui est l'expression « la langue de Molière ». Ça m'énerve profondément qu'on parle de la langue de Molière, parce que ça donne d'abord une image assez poussiéreuse de la langue, et ça n'est pas de nature à attirer les jeunes vers cette langue. Et puis ça ne correspond plus à la réalité. La langue de Molière, c'est il y a 400 ans. Justement, le français a évolué beaucoup par le fait qu'il est parlé dans le monde entier, dans des pays fort différents les uns des autres. Et c'est ça qui fait que maintenant, cette langue est une langue dynamique, moderne, jeune, drôle en plus, parce que vous parliez des expressions. Il y a des expressions qui sont quand même extrêmement drôles au Canada ou en Afrique. Donc voilà, je pense que c'est une langue qui est attractive, mais qui véhicule une image parfois trop poussiéreuse. On va rester encore un petit peu sur la francophonie, vous voyez. Il y a quelque chose, je trouve, alors que vous dites, et vous communiquez là-dessus, évidemment, mais que j'aime bien répéter, c'est que la francophonie, c'est pas simplement la promotion d'une langue, c'est aussi une organisation, vous me dites si je me trompe pas, mais politique, qui met en avant des principes, un principe qui vous est cher, je le sais, on en parle souvent, de diversité, de tolérance, etc. Donc c'est ça aussi, vous avez un poste qui n'est pas simplement de promotion d'une langue, c'est la francophonie, ça veut dire quelque chose, ce sont des valeurs et qui sont d'autant plus aujourd'hui très importantes. Oui, absolument. C'est-à-dire que l'origine de la francophonie, c'est effectivement la culture et l'éducation. C'est vraiment le cœur de métier de la francophonie, toujours dans un contexte de diversité culturelle et linguistique, donc de promotion de la langue française, bien entendu, mais en tenant compte des contextes culturels et linguistiques différents de nos États. Mais la francophonie, elle a beaucoup évolué et elle a investi d'autres domaines de compétences, dont effectivement le domaine, je dirais un domaine plus politique. Et pour nous, c'est évidemment très important le renforcement de l'état de droit, la promotion des droits de l'homme, la démocratie. Ce sont des valeurs extrêmement importantes qui sont prônées par l'organisation. Qui font partie de vos programmes. Qui font absolument, qui font tout à fait partie de nos programmes. Et d'ailleurs, la secrétaire générale... Donc nous avons un réseau diplomatique de 13 représentations dans le monde, et la secrétaire générale n'hésite jamais à présenter ces représentations comme étant ses ambassades, les ambassades de l'Organisation internationale de la francophonie, ce qui est assez clair en termes d'implication politique. Eric Pop, revenons à l'Europe centrale et de l'Est, si vous voulez bien. Vous connaissez, je crois que je ne connais pas quelqu'un d'autre qui connaisse, enfin en tout cas, qui soit allé dans toutes les villes d'Europe centrale et de l'Est et du Sud-Est. Vous connaissez très bien. Pas toutes. Pas toutes, mais enfin bon, quand même, vous en connaissez beaucoup. Et je sais que vous avez un faible pour une ville... Je sais ce que vous allez dire. qui est Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Je ne me suis pas trompé, hein, c'est bien ça. Et j'avais envie de parler de cette ville qui est, et nous connaissons des gens qui résident là-bas, notamment je pense à un journaliste qui vit en Géorgie et subit un contexte particulièrement difficile aujourd'hui. Parlez-nous de cette ville, pourquoi ? De la même façon que vous aimez Bucarest, vous aimez Tbilissi, et
qu'est-ce que vous avez envie de dire? J'aurais un petit commentaire aussi à faire sur cette ville que je connais et qui je pense, est important en ce moment. Mais vous, qu'est-ce que vous aimez par rapport à Tbilissi? Alors, de manière générale, avant d'aborder Tbilissi, je suis particulièrement touché par les deux pays membres de la francophonie du Caucase, c'est-à-dire par la Géorgie qui est un État observateur, et l'Arménie qui est un État membre de notre organisation. Il y a quelque chose de magique dans ces pays-là, même s'ils sont tous les deux fort différents. Fort différents. Ils sont différents en tout cas. Mais il y a quelque chose de magique dans ces pays parce qu'on a cette culture européenne, mais avec des influences évidemment orientales assez fortes. Je trouve que c'est extrêmement touchant. L'Arménie, par ailleurs, a un passé un peu difficile qui nous rapproche certainement de ses habitants. La Géorgie et Tbilissi. Tbilissi, c'est une ville qui a un charme indicible. C'est inexplicable. On se balade dans les ruelles de Tbilissi et on se sent bien. Enfin, moi, je me suis senti spontanément bien dans cette ville, avec un sens de l'esthétique qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Ailleurs dans la région. Ouais. Ailleurs dans la région, effectivement, avec une cuisine qui est très savoureuse. C'est le pays du vin aussi. Les Géorgiens ne ratent jamais une occasion de vous dire que le vin, c'est eux, que le vin est parti de chez eux, et qu'ils ont donné à l'humanité le travail de la vigne. Et oui, je sais pas, il y a quelque chose dans le Caucase qui est particulièrement touchant. Ceci étant, j'apprécie aussi beaucoup les États baltes. Alors, il y en a un que je n'ai pas, dans lequel je ne me suis pas rendu, mais j'ai eu l'occasion de me rendre en Estonie et en Lettonie. Ce sont aussi des pays qui sont extrêmement attirants. Comme vous le voyez, je suis plutôt attiré par les pays qui sont à la marge de l'espace européen. Mais oui, en effet, Tbilissi, c'est probablement et que les autres, les habitants du reste de l'Europe centrale et orientale me pardonnent, mais c'est probablement ma ville de cœur dans la région, en effet. Et on sent, quand on va dans les cafés, les restaurants, on se sent, moi j'avais un sentiment d'être en Europe, entouré d'Européens. C'est ça, je pense, qui est très frappant. Et surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, mais ce pays, enfin en tout cas cette ville, elle est, avec cet accent oriental fort évidemment, mais elle est tellement de par son esthétisme et sa culture et sa façon de, comme vous le disiez, hein, je vous paraphrase, arrive à perpétrer les choses d'une façon très élégante. Et puis ces gens, la façon dont ils sont habillés, on se sent en Europe complètement. Oui, tout à fait. Mais c'est ce qui est effectivement touchant dans des pays comme la Géorgie et l'Arménie, c'est d'avoir le sentiment d'être en Europe et d'être en fait en Asie. Puisqu'on se trouve sur le continent asiatique, ce qui est assez étonnant. Mais oui, ce sont des cultures qui sont proches des nôtres, qui sont proches des cultures d'Europe centrale et orientale, par exemple. L'Arménie, je pense, a des traditions qui la rapprochent très fort de la Roumanie. Et Tbilissi, d'un autre côté, moi je dirais qu'on se sent parfois en Europe de l'Ouest. Il y a des cafés et des restaurants qui... Oui, parce qu'il y a une modernité, effectivement, dans cette ville qui est absolument étonnante. Alors, je ne sais pas comment ça évolue en ce moment, puisque je n'ai pas eu la chance d'y retourner depuis 2 ans, je crois, presque 2 ans, 1 an et demi. J'espère que... Ce que j'apprécie aussi dans cette ville, c'est ce sentiment de liberté. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais moi en tout cas ça a été quelque chose d'assez fort. C'est vraiment ce sentiment de liberté qu'on peut avoir en arpentant les rues de Tbilissi, qui malheureusement aujourd'hui est mise à mal. Alors ce sentiment peut-être pas, mais en tout cas la liberté. À voir ce que l'avenir nous réserve. Oui. Et précisément une petite question quand même de géopolitique. Est-ce que vous êtes particulièrement inquiet quand vous lisez ce qui se passe dans la région
un pays que nous n'avons pas abordé, mais que je sais que vous aimez aussi particulièrement, c'est la République de Moldavie et sa capitale, Chisinau. Des élections parlementaires vont avoir lieu en septembre, je crois. Donc le pays va se diriger même avec la présidente Maia Sandu, qui reste très attachée aux valeurs européennes. On va voir si ce pays va aller plutôt vers la Russie ou l'Occident. Mais au-delà de la Moldavie, dont vous pouvez évidemment parler, qu'est-ce qui vous inquiète dans la région, vu la situation actuelle ? Oui, évidemment, je ne veux pas me prononcer sur le choix que feront les électeurs dans les différentes élections de l'espace de l'Europe centrale et orientale. Ça relève évidemment de la souveraineté des États. Mais c'est vrai qu'on peut être inquiet de voir en tout cas la montée des tensions. On parlait tout à l'heure de la Roumanie. Ce qui se passe en Roumanie se passe également dans d'autres pays. Ce qui est interpellant dans l'évolution de nos sociétés, c'est, je pense vraiment, cette montée des tensions. Le fait que moi, j'ai connu une Europe où il y avait une certaine insouciance. Et j'ai le sentiment que cette insouciance, elle est en train de disparaître. Et on parlait tout à l'heure également du sentiment de la montée de la xénophobie et de l'antisémitisme. Et je crains malheureusement que quand on sème ce type de graines, à un moment, la graine, elle pousse jusqu'à un paroxysme. Et donc, moi, c'est ça, effectivement, qui m'inquiète dans le futur de nos sociétés. Mais ce n'est pas... ça ne se passe pas seulement de cette manière en Europe. On voit dans le monde entier des tensions qui sont vraiment en train d'éclore au grand jour. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est plus l'évolution du monde et effectivement ses implications sur le continent, certainement sur le continent européen, mais l'évolution du monde est inquiétante. Et voilà, j'espère que ces tensions ne vont pas dégénérer en d'autres conflits, comme on pourrait malheureusement le craindre. Nous avons besoin toujours plus de diplomatie. Je ne vous le fais pas dire. Une dernière question, Eric Popp. Alors là, pour le coup, qui va être assez intime, si vous le voulez bien. Je sais que vous êtes un grand lecteur, que vous avez besoin de ces moments, de ces journées passées, même de ces journées entières, passées à lire, tout simplement. Alors, le micro du soir n'est pas une émission littéraire, mais quel genre de livre aimez-vous et de façon générale, qu'est-ce qu'il vous apporte ? Alors, effectivement, ça, c'est l'un de mes passe-temps favoris. J'aime aussi faire du sport, mais la lecture m'est absolument indispensable. On vit dans un monde où les écrans prennent toute la place, malheureusement. Et donc, pour moi, je n'ai pas la même lecture d'un article que je lis sur un écran que d'un article que je lis sur le papier. Même sur tablette où l'écran est plus grand. Non, pour moi, c'est pas la même chose. J'arrive pas à me concentrer de la même manière sur un écran que sur du papier. Alors, sans doute que voilà, je suis un diplomate à l'ancienne. Mais effectivement, la lecture m'est absolument indispensable. Et je lis à la fois des romans classiques. J'aime aussi m'instruire quand je lis, donc j'ai besoin de lire des choses qui sont des auteurs classiques, des romans classiques, et puis des livres d'histoire ou de politique. Des essais. Oui, absolument. Oui. D'accord. Donc, je lisais la semaine passée un article, parce que on ne mesure pas assez, je pense, l'importance de la lecture et l'importance de la lecture aussi pour les jeunes. Je lisais un article la semaine passée sur la diminution des capacités cognitives. Non seulement des jeunes, mais de nous-mêmes, parce que nous sommes nous-mêmes aussi, je dirais, victimes des écrans. Et donc, je pense que la lecture est indispensable pour développer l'esprit critique, pour développer la sensibilité, les capacités d'empathie de l'être humain et des jeunes, évidemment, en particulier. Donc, je crois qu'on ne peut pas se passer de lecture. Je ne suis pas sûr qu'on en soit toujours conscient, parce que la lecture n'est tout de même pas nécessairement toujours valorisée.
Et je crois que ça reste le besoin de lecture reste quelque chose d'indispensable dans nos sociétés. Mais Eric Popp, on va terminer sur cet éloge de la lecture qui est avec lequel j'adhère complètement. Merci infiniment d'avoir été une nouvelle fois avec nous au micro du soir et de vous être laissé porter vers des questions un peu plus intimes. Je vous remercie infiniment. Sans langue de bois, je sais que ça allait être le cas, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Comme d'habitude, je vous souhaite un excellent week-end. Week-end Placote. Au revoir.